Et si demain nous engagions notre réindustrialisation ? Réindustrialiser pour renouer le lien entre production et consommation, réindustrialiser pour retrouver une capacité à décider dans un monde incertain, réindustrialiser pour assurer la soutenabilité de notre économie. Bienvenue dans le 5e épisode de Time to Reset. Bonjour Anaïs. Bonjour Hugo. Anaïs, tu es directrice RSE, stratégie et décarbonation d'un groupe industriel. Tu es chercheuse, tu travailles sur les questions industrielles autour de la réindustrialisation et de la décarbonation de notre économie. Tu es aussi auteur et tu viens tout juste de publier ton 2e ouvrage pour une révolution industrielle. Et donc on va avoir le plaisir aujourd'hui de parler d'un certain nombre de sujets, notamment sur comment accompagner finalement cette ambition de réindustrialiser le pays et quels sont les leviers finalement qui nous permettraient de réussir ce défi. C'est parti ? C'est parti, allons-y. Ok. J'aime bien commencer par la question suivante. C'est finalement toi en tant que professionnel, à travers finalement tes multiples casquettes, comment est-ce que tu vois le monde, la société française en 2025 ? C'est une vaste question. On aurait pu en débattre toute la nuit sur comment on voit. Je dois avouer que, en fonction de si j'ai un rhume ou pas, ma perception de l'économie française et de la société française n'est pas exactement la même. Mais blague à part, je dirais une société qui est pleine de paradoxes et de contrastes. C'est-à-dire à la fois on veut assurer la transition, on veut être très vertueux, mais de l'autre, on n'est pas prêt à faire les efforts nécessaires à cette transition. Peut-être parce que on ne sait pas toujours par où prendre le sujet, que c'est éminemment complexe, qu'il y a beaucoup de choses qui reposent aussi sur la capacité de la société à bouger, mais c'est-à-dire comment est-ce que la réglementation fait évoluer les entreprises et fait aussi évoluer nos habitudes de consommation, comment est-ce que les entreprises prennent en main le sujet, comment nous, in fine, en tant que citoyens, on s'empare du sujet par des efforts de sobriété, d'évolution de nos modes de consommation, mais qui en fait ne seront pas suffisants au regard des enjeux auxquels on est confronté. Donc on est dans cette situation paradoxale, et sur l'industrie, le paradoxe, c'est on voudrait consommer plus de produits fabriqués en France et en même temps on veut pas le faire parce qu'on a toujours une excuse de pas le faire, les produits sont plus chers. Il y a des questions peut-être de qualité, des questions de disponibilité, d'accès à ces produits. Donc on est toujours très contrasté, et dans ces paradoxes-là, ce qui peut aussi freiner le fait qu'on ne sait pas comment changer, c'est que en fait il y a beaucoup de récits sur la transition qui sont pas forcément des récits engageants, c'est-à-dire qu'on a l'impression que on va devoir renoncer à quelque chose, et comme si notre vie allait être moins bien, alors qu'en fait le discours c'est de dire on va renoncer à des choses sans lesquelles on serait très certainement bien, parce que un des problèmes de notre société, c'est quand même la surconsommation. On accumule beaucoup de biens, on a appris des habitudes de voyage, des habitudes de consommation, des habitudes de rapport à la matière, à la disponibilité des ressources qui sont pas compatibles avec les limites physiques de notre monde, et donc qui sont en train d'altérer tout ce qui est essentiel à notre vie, donc la qualité de l'eau, la qualité de l'air, même la qualité des relations humaines, puisque toutes ces tensions, elles ont aussi des répercussions sur notre manière de vivre ensemble, sur la structure des sociétés. Donc et moi, mon rôle, que ce soit en tant qu'opérationnel ou dans un sujet dans des mentions de recherche, c'est comment l'industrie s'imbrique là-dedans et comment elle prend sa part dans les transitions qu'on doit opérer. Parce qu'on va en parler, parce qu'effectivement c'est quand même au cœur de ton dernier livre finalement, sur le lien entre le modèle de société et la place qu'a eu l'industrie en fait. Moi je prends souvent cette expression, on est les enfants de la révolution industrielle. Donc à plusieurs titres, par nos modes de vie, par nos modes de production, par nos modes de consommation, par nos manières d'organiser notre rapport au monde. Et effectivement, donc du coup, c'est un des angles forts que tu as pris dans ton ouvrage finalement, qui est de regarder comment la place de l'industrie finalement dans le récit collectif, dans nos imaginaires, a évolué aussi à travers le temps. Et du coup, avant qu'on plonge un peu dans cette partie-là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de me dire aujourd'hui justement pour un dirigeant industriel, prenant en compte ce que tu m'as évoqué, finalement ce tiraillement entre un modèle, un mode de vie qui a été le nôtre, le fait qu'on est confronté à des limites planétaires et finalement la nécessité de bouger. Comment ça se passe dans la tête d'un dirigeant industriel aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il ressent en fait, parce que ce qui est compliqué déjà à l'échelle de notre société finalement, quand en plus on est
dans une posture où finalement on tient un appareil de production, on a un rapport très physique au monde en fait, puisqu'on extrait de la ressource, on la transforme, on utilise de l'énergie. Comment on vit tout ça ? Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique, ça va peut-être dépendre de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel on est et des alternatives qui vont se présenter. C'est-à-dire qu'il y a des activités industrielles qui vont, notamment toutes celles qui produisent des biens finis, qui peuvent envisager des repositionnements de leur modèle économique en allant vers des services associés aux produits, vers des modèles de location, de vente à l'usage, etc. Et puis après, il y a les producteurs de matières premières qui sont nécessaires dans ces produits finis, mais qui, eux, sont sur une logique de j'extrais de la matière que je transforme pour en faire quelque chose qui va rentrer dans la composition d'autres biens. Et donc, la manière d'appréhender le sujet et la manière d'apporter des réponses, elle n'est pas du tout les mêmes en fonction de... On peut trouver des nouveaux leviers de création de valeur et on est assez limité sur les principes d'économie circulaire ou d'économie de la fonctionnalité. Donc, d'apprendre des sujets sûrement différemment. Je pense qu'il y a il y a aussi des dirigeants qui ont une très forte prise de conscience de ce sujet, qui essaient de travailler pour aller faire de l'industrie une industrie régénérative, donc qui va plus consommer de ressources naturelles, en tout cas qui va consommer des ressources qui peuvent se régénérer dans un cycle cohérent avec le cycle de cette industrie. Et puis à contrario, il y a sûrement des dirigeants qui sont aussi dans le déni ou qui se rendent pas compte de la profondeur des transformations et qui vont être plutôt peut-être dans du greenwashing, à travailler beaucoup sur le reporting, alors que l'enjeu, c'est plutôt des enjeux opérationnels. Et peut-être que la réglementation, elle pousse aussi vers plus de reporting, puisque on doit, tout le monde demande un rapport, des indicateurs, etc. Mais souvent, ça se fait au détriment de la véritable action. Et d'ailleurs, souvent, les services RSE sont plutôt dans les côtés communication, ressources humaines et peut-être beaucoup moins dans l'aspect opérationnel. Alors quand on regarde la décarbonation, ce sont des sujets infiniment opérationnels. Quand on regarde la réduction des consommations d'eau, ce sont des sujets opérationnels puisqu'on vient toucher soit à la définition du produit, soit au process industriel, soit à la manière dont on l'emballe et dont on le distribue. Donc ça reste des thématiques opérationnelles sur lesquelles il faut mettre du temps de cerveau humain pour y trouver les meilleures réponses, et souvent des réponses qui ne vont pas être trouvées que dans le champ de l'entreprise, mais en travaillant avec d'autres parties prenantes, que ce soit des entreprises qui sont spécialisées dans l'apport de réponses pour la décarbonation ou les autres sujets environnementaux, ou que ce soit finalement des startups ou des centres de recherche qui imaginent les solutions de demain et avec qui il faut travailler main dans la main pour trouver les meilleures solutions pour répondre à ces enjeux environnementaux. Et par ailleurs, je pense que pour l'industrie, la question du carbone, elle est relativement couverte parce qu'on a le système européen d'échange des quotas, enfin le marché européen du carbone qui existe. Donc les grands émetteurs sont dans ce marché-là, donc sont finalement encouragés avec l'évolution du prix du carbone à assurer leur transition, leur décarbonation. Il y a beaucoup d'aides publiques qui sont mises en place. Donc il y a une sorte de, puis il y a tous les bilans carbone, il y a une sorte de rémunération du carbone, soit par le marché européen, soit parce qu'on va avoir un produit qui est moins intensif en carbone, donc ça peut se valoriser éventuellement chez les clients, même si c'est difficile à mon avis aujourd'hui de réimpacter, enfin d'augmenter les prix parce que on a un produit mieux disant sur le plan environnemental, parce que on est toujours sur cette question de qui est prêt à payer le prix de la transition. Et en fait, on se rend compte que tout le monde a envie de la faire, mais personne n'a envie de la payer, ou trop rares sont les personnes qui sont prêtes à changer vraiment leurs habitudes pour payer quelque chose de plus cher, mais faire moins. Tu dis personne n'est prêt à la payer. Personne n'est prêt à la payer seul, en fait. Oui. C'est aussi un des sujets, finalement, qui est d'organiser collectivement, en fait, finalement, aussi le partage des engagements pris autour de la décarbonation. Et ce qui est très compliqué, finalement, c'est de se dire, moi, je supporte le prix du carbone. Et donc, ça se répercute sur ma structure de coûts, et donc, potentiellement, soit sur ma marge, soit sur mon prix de vente. Et à l'inverse, je peux être en compétition avec des gens qui vont pas forcément intégrer complètement ça. Donc du coup, je me retrouve dans un décalage... Où je vais être sur des gens qui ne l'intègrent pas du tout, mais qui en plus ont déjà un avantage prix, ce qui se passe pour beaucoup de pays non européens. Mais en tout cas, sur la question du carbone, il y a des choses qui sont faites. C'est peut-être beaucoup moins vrai sur d'autres sujets que sont l'eau, la biodiversité... et tous les autres sujets environnementaux qu'on retrouve à travers la question des limites planétaires ou des objectifs de développement durable. Donc il y a des choses qui sont faites. Maintenant, l'ampleur des transformations, elle fait un peu peur. Et puis il y a toujours le sujet de...
j'ai un modèle qui existe, qui fonctionne, et peut-être demain je vais devoir prendre un autre modèle pour faire émerger quelque chose et faire cohabiter les deux, parce que le modèle qui fonctionne permet normalement de financer la transition, mais il faut pas non plus qu'il la freine. Donc c'est l'équilibre entre les deux. Et je trouve là, un bon exemple, c'est finalement qui est toujours souvent cité pour faire un parallèle, c'est Kodak qui a été très en avance sur le numérique, mais qui avait sa vache à lait avec l'argentique et qui a pas réussi à faire vraiment émerger le numérique. Et là, c'est la même chose. On a des modèles qui peuvent s'opposer avec des divergences d'intérêts. C'est comment on arrive à faire émerger quelque chose en se servant des avantages qu'on a aujourd'hui pour assurer les transitions et donc l'avenir de l'entreprise de demain. Donc sa résilience. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, je retiens déjà de ce premier point, finalement, c'est que il y a des industries en réalité. Donc souvent, on parle de l'industrie quand on parle d'économie. Donc il y a l'industrie, les services, l'agriculture, mais en fait, en réalité, il y a des industries et donc suivant si on est plutôt sur de l'industrie en bout de chaîne. Qui va servir du consommateur. C'est pas exactement les mêmes problématiques que si on est sur de l'industrie lourde. Je comprends qu'il y a moins de capacité finalement à se repositionner, puisque c'est de l'extraction de matériaux avec de la transformation et qui va venir finalement irriguer tout le reste de notre économie. Donc c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas forcément les mêmes temporalités aussi. C'est-à-dire qu'en fonction des industries, peut-être qu'il y a des industries qui peuvent être en mesure de pivoter plus vite, de faire basculer une partie de leur modèle économique autrement. Donc effectivement, ça veut dire que finalement on reste toujours un peu sur le cas par cas dans cette affaire. On a besoin de traiter ça à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle de la filière. Après, je pense que tu peux avoir des approches sectorielles. Tu vas avoir des secteurs qui vont avoir les mêmes enjeux et se pose la question aussi des choix qu'on veut faire. C'est-à-dire, on a certaines filières qui sont peut-être très éloignées de nos objectifs environnementaux. Est-ce qu'on veut faire ces transitions ou est-ce que, par exemple, si tu regardes les filières de matériaux, est-ce qu'on se dit demain... l'avenir, c'est les matériaux biosourcés, majoritairement. Comment j'organise cette filière, mais du coup, qu'est-ce que je fais pour les acteurs qui aujourd'hui ne produisent pas de biens biosourcés, qui ont des actifs industriels? Est-ce que j'investis dans leur transition ou est-ce que j'acte que je veux faire émerger autre chose et donc j'accompagne éventuellement la mutation de ces activités et en fait, c'est parce que je pense que on peut raisonner à l'échelle d'un site, mais en fait, il faut raisonner sur une vision systémique, de se dire c'est quoi c'est quoi ce que je veux construire en tant que société, c'est quoi l'industrie idéale dans cette société et qu'est-ce qui est compatible avec mes objectifs, qu'est-ce qui peut être adapté pour être mis en compatibilité avec mes objectifs et qu'est-ce qui ne l'est pas et comment j'assure la transition de la société. Donc ça oblige à avoir une vision de long terme, une vision aussi d'aménagement du territoire. Parce que il y a forcément des conflits entre les politiques. Tu vois, si on te donne un exemple récent, on dit qu'il faut décarboner l'industrie. Donc pour décarboner l'industrie, un des enjeux numéro 1, c'est d'avoir accès à une électricité ou une énergie bas carbone à prix compétitif. Et de l'autre côté, on dit on va implanter des data centers, mais qui eux vont prendre l'accès éventuellement des lignes aux postes haute tension, qui sont souvent clés dans la décarbonation, avec éventuellement une concurrence sur l'accès au foncier. Donc c'est comment on fait des arbitrages entre des objectifs qui peuvent être parfois convergents ou divergents entre préserver l'environnement, enfin réduire l'empreinte environnementale, renforcer la souveraineté, créer de l'emploi et la réponse elle est pas, je dis pas qu'elle est simple et que moi je suis pas convaincue d'avoir le début du commencement d'une réponse, mais on est obligé de réfléchir avec cette vision systémique des impacts et peut-être aussi parfois, tu vois par exemple on raisonne beaucoup sur le véhicule, le nombre de véhicules électriques. Mais je trouve que la réflexion, elle gagnerait à monter d'un niveau, de se dire c'est quoi la mobilité de demain et quel est l'aménagement du territoire qui va en conséquence. Et certains te diront l'avenir demain c'est le train parce que il faut que les gens puissent se déplacer tous en train, mais sur des zones à très faible concentration en fait, est-ce que le coût économique du train et par ailleurs son bilan environnemental par passager, et j'ai pas, peut-être que quelqu'un qui va écouter aura tous les chiffres en tête et va me dire que je dis une absurdité, mais ça va pouvoir potentiellement rentrer en débat avec la question soit du véhicule électrique, soit des véhicules intermédiaires, du vélo ou du bus à faible émission. Mais on est obligé de poser ces questions parce que derrière ça pose la question de est-ce qu'on cible le bon nombre de véhicules, est-ce que l'enjeu c'est le nombre de véhicules produits sur le territoire ou c'est une appréciation différente de la mobilité demain, et tout ça repose sur des choix de société et aussi peut-être des questions poser des questions, et ça je pense que ça fait hurler tout le monde de se dire
Est-ce que si tu fais le choix d'aller habiter dans des zones à faible densité, tu dois avoir le même service, ou en tout cas la même tarification? Et aujourd'hui, on fait des tarifications similaires parce que c'est comme ça, parce que c'est la logique qu'on a un peu d'universalité. Mais demain, on peut se poser la question sur des zones qui seraient à faible densité. Enfin, en tout cas, ça veut pas dire que il faudra au final changer les choses, mais je pense qu'il faut poser la question parce que c'est aussi des éléments de réponse dans la société dans laquelle on veut vivre et d'orientation des politiques publiques. Ça traite beaucoup en fait de la question de l'ingénierie de la décision. C'est quoi les critères qui permettent finalement d'avoir à la fois la bonne discussion et derrière d'avoir aussi les orientations qui permettent finalement de trancher dans un sens ou dans l'autre. Et ça fait écho à... probablement, moi, il y a la partie de l'ouvrage que j'ai préférée dans ton dernier livre, où tu reviens finalement sur le discours de l'industrie. Et tu évoques Saint-Simon. En fait, où il y a une citation qui est extraite que je trouve assez intéressante, où clairement, en fait, il assume le fait qu'en tant qu'industriel, il doit prendre finalement le leadership pour imposer un modèle de société. Tiré par l'industrie, parce que l'industrie c'est le progrès, parce que plein de choses. Et je trouve assez intéressant parce que finalement aujourd'hui sur la question de la transition écologique, tu vois, il y a beaucoup de finalement ça tiraille, on ne sait pas dans quelle direction, et il n'y a pas de récit dominant, ou en tout cas d'acteur qui peut s'arroger le droit finalement de dire ça va être dans cette trajectoire là. Et je pense que pour l'industrie finalement c'est compliqué, parce que ça permet pas d'avoir une vision forte. Tu vois, les premières révolutions industrielles, finalement, on a la massification, on a le fait finalement d'améliorer la productivité, l'accès à la production de masse. Mais l'industrie, elle sert quoi demain? Ça, c'est pas si simple à décrire aujourd'hui, puisque tu l'as dit, en fonction de est-ce qu'on est en industrie lourde, est-ce qu'on est plutôt en bout de chaîne, est-ce qu'on on a une finalité d'usage qui sert la transition ou pas du tout? Tous ces questionnements, en fait, comme on peut pas avoir de ligne directrice hyper claire et qu'on doit l'apprécier finalement filière par filière, ça rend très... Ça rend complexe, en tout cas, le fait de... Je pense pour l'industrie de savoir où on est. Et c'est après ça questionne la place de l'industrie, c'est-à-dire que à la fois on voudrait que l'industrie elle apporte toutes les réponses et qu'elle apporte toutes les réponses toute seule, ou avec éventuellement une évolution du cadre réglementaire, mais de l'autre c'est pas tellement à l'industrie d'apporter les réponses, c'est aussi à la société de se dire que l'industrie elle est dans la société, alors elle est partie prenante de la société, elle peut participer au débat, mais elle n'aura jamais les réponses seule si on ne bouge pas collectivement. C'est-à-dire si tu as un site qui est mieux disant sur le plan environnemental, mais que c'est un impact par exemple sur le prix des produits, a priori on va considérer qu'il aura raison trop tôt, ou ça va être difficile de vivre, sauf peut-être en allant se positionner sur certains segments de marché très spécifiques où la sensibilité au prix est beaucoup moins importante. Donc c'est vraiment le mouvement de se dire l'industrie, elle répond à des objectifs, elle a une capacité très forte, mais elle ne peut pas changer les choses seule si on n'interroge pas ce qu'on veut faire en tant que société, parce qu'après c'est là où on a tous les errements, on fait un jour une politique, un autre jour le lendemain, ça évolue en fonction des majorités, de la croyance qu'on a, et donc on doit avoir des objectifs qui dépassent quand même un peu le temps politique. C'est un peu le rôle de la stratégie nationale bas carbone, mais il y a sûrement aller plus loin sur cette question environnementale et aussi de comment on se alors je sais pas si c'est se protéger, ou en tout cas on rééquilibre, on met de la réciprocité dans les échanges internationaux. Si on se dit que nous on veut être extrêmement vertueux pour des choses, des choses auxquelles on croit, mais tout ça sur la question climatique, c'est quand même alimenté par des rapports scientifiques, donc c'est pas juste une croyance. Mais en tout cas, si on estime que c'est important d'atténuer le changement climatique et qu'on met des politiques en place, il faut que derrière on l'inscrive dans ce temps long, parce que et sinon tu te retrouves avec des choses où on a dit la fin de la vente de véhicules thermiques en 2035. Alors moi je suis pas là pour décider si c'est bien ou mal, j'ai pas assez d'expertise, mais on se retrouve encore à en débattre. Donc c'est que quelque part on a fait un choix, mais on n'en est pas sûr, et se pose la question de l'articulation avec les autres. Et puis si on fait ce choix là et que on n'impose pas aussi aux producteurs non européens d'avoir les mêmes
les mêmes positions, ça donne une forme d'insatisfaction puisque on fait nos meilleurs efforts, mais finalement des moins 10 ans arrivent à venir balayer tous nos efforts qui représentent de l'investissement privé par les entreprises, de l'investissement public à travers les subventions, éventuellement des choix qui sont faits par les consommateurs. Donc on est un peu perdant sur tous les tableaux. Donc mais ça pose la question peut-être indirectement du rapport de force et comment on accepte d'assumer cette notion de rapport de force. Ouais, parce que justement dans ton ouvrage, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, en fait. Tu sais, en lisant cette partie sur Saint-Simon, et puis derrière, finalement, comment, tu sais, le lien entre l'industrie et le progrès, et en fait, ces deux concepts avaient finalement dansé ensemble pour structurer la société, un moteur de transformation, et finalement, de petit à petit, d'ajustement sur comment on faisait fonctionner les politiques économiques, comment on organisait le territoire, comment on pensait le développement de l'économie. Aujourd'hui, il y a un acteur qui fait ça. C'est plus l'industrie, c'est la tech. Mmh. Et en fait, qui s'autorise à penser le futur. Et donc d'un coup, en fait, d'avoir un discours finalement autour de comment le futur doit être et comment doivent s'organiser finalement les territoires, les investissements publics, les investissements privés, les compétences. Et tu vois, tout autour de l'IA, aujourd'hui, il y a tout un discours, tu vois, les plans d'investissement dans les data centers et tout. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est très puissant. Et à l'inverse, l'industrie, effectivement, je sens qu'il y a une forme de malaise un peu là-dedans. C'est-à-dire que tu parlais de la réglementation et de dire, est-ce qu'il y a des chasses gardées? Est-ce que, en fait, finalement, on a les industries qui correspondent à notre projet de société, ou en même temps est-ce que finalement on vient mettre des contraintes à des modes de production et du coup c'est ressenti en fait finalement comme une limitation en fait pour les industriels ou des choses qui viennent brider leur compétitivité. Du coup moi ça m'interroge vraiment, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aujourd'hui penser une industrie écologique? Dans l'introduction de ton livre tu parles de la Chine qui fait le pari finalement de devenir la première civilisation écologique. Je trouve qu'il y a une affirmation assez forte. Du coup, ouais, ça me questionne en fait de me dire est-ce que finalement autour de cette dimension écologique, on est capable de penser une industrie qui est pas seulement une industrie qui devient moins industrielle par rapport aux standards qui étaient les nôtres, mais qui contribue à la transformation de notre société. Alors déjà, je pense que la tech, elle pose des bonnes questions. Enfin, elle pose des bonnes questions dans le sens où elle pose des questions sur la démocratie et le rôle des entreprises dans la société. Elles sont presque plus puissantes. Enfin, certaines entreprises de tech sont plus puissantes que certains États. Et aujourd'hui, on voit bien dans tous les débats qu'on a sur la régulation de la tech, la fiscalisation des entreprises de la tech à l'échelon européen, à quel point c'est compliqué d'apporter la bonne réponse. Alors certains diront en Europe, on s'occupe de réguler, les autres développent, mais il y a aussi un moment où les acteurs doivent rester à leur place d'une certaine manière. Alors, rester à leur place, ça peut être, on peut me dire oui, mais certains ont contribué face à des débats autour de la démocratie. Enfin bon, mais il y a un enjeu de les entreprises, elles doivent aussi contribuer à l'intérêt général à un moment, et donc se questionner sur jusqu'où peut aller leur rôle et jusqu'où leur rôle peut finalement être une remise en cause des cadres qu'on souhaiterait définir collectivement, parce qu'elles ont une puissance de feu qui leur permet de le faire. Mais c'est vrai que la tech, elle a un discours peut-être beaucoup plus enthousiasmant. C'est pas les mêmes messages que l'industrie. On entend assez peu les entrepreneurs de la tech parler de coût du travail, de fiscalité. Ils ont un autre discours. Ils ont peut-être des conditions de travail qui font, à mon avis, qui sont aussi difficiles, mais qui sont pas physiquement difficiles comme ça peut l'être dans l'industrie, avec cette idée aussi peut-être de monde créatif. Enfin, il y a un imaginaire autour de la tech qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus engageant, à mon avis, que ce qu'on voit dans l'industrie, même s'il y a socialement, environnementalement, il y a aussi beaucoup à dire, et ça irrigue notre manière de penser. Puis peut-être que les œuvres de science-fiction et autres aussi œuvraient à construire un regard peut-être un peu différent de celui qu'on a sur la tech et l'industrie. Après, la Chine, elle ambitionne de devenir une civilisation écologique. Je pense que quand elle aura décidé de décarboner son économie, elle ira beaucoup plus vite que nous. Mais
au détriment des cadres démocratiques, c'est-à-dire que si demain il faut fermer 3 usines parce qu'il y a des dépassements d'émissions, la Chine va le faire en très peu de temps. Ils ont une vision systémique et stratégique que nous on peine à avoir. Enfin, c'est ce qu'ils ont avec Made in China 2025, avec les nouvelles routes de la soie sur l'appropriation, en tout cas la maîtrise de l'approvisionnement et du raffinage d'un certain nombre de matières premières critiques. L'Europe, on l'a assez peu, ou en tout cas on l'a à travers notre prisme très libéral. Si nous on est vertueux, les autres le seront. Et puis là-dedans il y a un Donald Trump qui arrive et qui dit moi l'Ukraine, je vais régler le conflit avec la Russie et je vais demander un deal sur les matières premières critiques. Le Groenland, ça doit appartenir aux États-Unis parce qu'il y a des matières premières critiques. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas conscient, qui ne croit pas, à mon avis, à la réalité du réchauffement climatique, mais par contre qui est conscient que la bataille de demain, la souveraineté de demain, c'est l'approvisionnement sur ces matières premières critiques et pas seulement sur les produits, sur les énergies fossiles. Donc et ça, toi, par exemple, tu considères aujourd'hui que parce que c'est une lecture finalement de la pénurie de ressources. J'avais lu un post comme ça sur LinkedIn qui m'avait fait rire, qui disait peut-être que finalement Donald Trump est le premier président américain de la post-croissance, c'est-à-dire qui a finalement entériné le fait que la contrainte de ressources allait devenir le terrain de jeu un peu du 21e siècle. Et donc du coup, il rentre dans une logique, sa réponse à lui, c'est la prédation. Ouais. Voilà. Et en fait, disons, l'État peut avoir un regard là-dessus, mais les entreprises aussi, en fait, finalement, en tant qu'entreprise industrielle, tu es exposé à ce sujet-là. Et finalement, je me dis, c'est quoi justement la convergence entre l'État et les industries sur ce sujet, en disant, en fait, là, c'est peut-être se mobiliser ou périr, quoi, demain. Oui, alors... il y a des entreprises, je pense aux États-Unis, pour les entreprises américaines, une entreprise comme Tesla a bien appréhendé l'enjeu de maîtriser la chaîne de valeur des matières premières critiques à la fabrication des batteries jusqu'à l'assemblage des véhicules. Et après, on peut critiquer énormément Elon Musk sur sa vision du monde, ses valeurs, etc. Mais d'un point de vue industriel, la manière dont il a appréhendé cette filière est quand même assez intéressante. En Europe, je pense que déjà on est très fragmenté entre des rapports à la mondialisation, à l'économie qui sont pas exactement les mêmes. Enfin, la France, elle fait un peu figure de mauvais élève dans l'Union européenne par son niveau d'endettement et de déficit, par son niveau de désindustrialisation, par son niveau de déficit commercial. Donc c'est difficile de faire entendre la voix française quand on a ce bilan-là face à des pays qui peut-être ont géré mieux des choses, ont mis en place sûrement des politiques à notre détriment. La politique allemande, elle s'est fondée, la politique industrielle allemande s'est fondée sur les exportations et en premier vers les pays européens. Donc on peut se dire que c'est pas la bonne chose, mais en fait la réponse c'est qu'on a des alignements d'intérêts, donc il faut appréhender peut-être le sujet différemment. Je pense qu'il y a en France, il y a un rapport entre l'État et les entreprises qui sont pas évidents. À la fois, les entreprises sont très présentes auprès de l'État pour demander des choses, et de l'autre, elles sont un peu à le rejeter dès qu'il y a des contraintes qui sont mises. Et en fait, c'est le cas de tout le monde. Moi, je trouve que la pandémie, pour donner un exemple plus caricatural, c'est personne ne veut d'État. Tout le monde dit qu'il y a trop d'État, il y a trop de lourdeur administrative, il y a trop de fiscalité, il y a trop de systèmes partout. Et en même temps, quand il y a eu la pandémie, tout le monde est venu voir l'État. Alors certains diront, oui, mais parce que l'État nous empêchait de travailler. Mais si l'État, on n'avait pas fait le confinement qu'on peut critiquer dans ce qu'il était, je suis pas apte à le juger, on nous aurait dit oui, mais vous laissez mourir des personnes. Donc il y a jamais de solution idéale. Il y a juste la question du choix qu'on fait et quand on fait un choix sur le confinement, on fait aussi un choix de préserver un électorat peut-être au détriment d'autres choses, mais ce sont des choix qui restent finalement assez peu posés ou challengés en tant que tels dans le débat public. On a un débat public qui est très sur, notamment dans l'industrie, qui est très sur la fiscalité, le coût du travail. À un moment, les problèmes se résolvent quand on a envie vraiment d'avoir une industrie sur place, mais la question c'est quelle industrie, pourquoi faire? Et ça, on va pas jusqu'au bout de ce débat. Donc on vient tout de suite dans des mesures techniques avant de prendre un peu cette vision macro et de se dire voilà, on en veut et du coup, à quoi on renonce ou quels sacrifices on fait pour, quelle politique on adapte pour l'avoir et comment on fait des rééquilibrages par ailleurs. De ne pas faire.
Et ça renvoie du coup quand même au fait que, enfin, l'intrication entre la politique, enfin entre l'État et finalement la politique industrielle en France est assez forte en réalité, parce que voilà, on a une économie dans laquelle l'État a un poids qui est certain. Et ce sujet finalement de à quoi sert l'industrie. Et je rigolais intérieurement sur le fait que quand tu parlais de la tech, tu sais, sur le récit, je crois que je t'ai déjà entendu parler de ce sujet-là, de dire un peu l'industrie de Zola, finalement, qui reste très puissant dans les imaginaires, alors que ce n'est plus du tout le cas. Enfin, c'est quand même, il y a des industries où les conditions de travail sont encore complexes, mais globalement, l'industrie a beaucoup aussi travaillé sur les conditions de travail, sur les emplois associés, et je me disais finalement. Tu vois, ce truc-là de changer aussi la perception de l'industrie aussi, et de à quoi ça peut servir. Comment on recrée ce lien-là finalement? C'est quoi les outils qui sont à notre main finalement pour arrêter de penser que l'industrie c'est forcément les mines de charbon et surtout que les nouvelles précarités, elles sont pas forcément dans l'industrie. Alors, il y a de la pénibilité dans l'industrie, il y a des choses qu'on peut dire sur les conditions de vie au travail, mais l'industrie, elle est quand même organisée avec des conventions collectives, des représentations des salariés. Quand on va voir les travailleurs qui sont en auto-entrepreneurs, qui travaillent pour les entreprises de livraison de nourriture à domicile ou de transport de personnes, type VTC, on se rend compte que c'est beaucoup moins organisé, donc c'est beaucoup plus pénalisant pour les gens qui travaillent sous couvert en fait d'un sentiment de liberté parce qu'on devient entrepreneur. On se rend compte qu'on est quand même finalement à la merci d'un donneur d'ordre et dans une situation plutôt précaire. Et donc dans l'industrie, on a une image négative. Il y a quelque chose qui serait intéressant à creuser parce que je suis pas convaincue qu'on a une image négative, parce qu'on la connaît mal et il y a des secteurs différents, mais en fait, qu'est-ce qui dérange? Est-ce que c'est l'industrie ou est-ce que c'est certaines catégories socio-professionnelles de l'industrie? Ok. Parce que en fait, derrière l'industrie, ce qu'on s'imagine, c'est le travail à la chaîne avec des tâches répétitives qui manquent de sens. La personne qui est ingénieure et qui développe alors les avions, ça devient très décrié, mais qui développe la mobilité de demain, qui invente les thérapies de demain, si elle travaille dans un groupe industriel, on n'a pas du tout le même regard sur elle que quelqu'un qui travaille à la chaîne. On n'a pas du tout les mêmes représentations. Donc je pense qu'il y a un sujet de rapport à certaines catégories sociales et notamment au monde ouvrier. Très français aussi, pour le coup, de distinguer aussi tu vois, les tâches intellectuelles et créatives des tâches plus manuelles aussi. Je sais pas si c'est très français parce qu'on retrouve la même chose aux États-Unis entre l'école blanc et l'école bleue. Le fait que la technique devait disparaître, on a segmenté les tâches avec certaines tâches dont on a enlevé un peu la dimension cognitive, l'intérêt en demandant finalement et c'est les métiers qu'on arrive souvent à automatiser parce qu'en fait à force de demander aux gens de faire un geste répétitif sans apport autre, c'est des tâches qu'on arrive à automatiser mais derrière le fait d'être ouvrier dans une usine, en fait, il y a plein de réalités très différentes. C'est un statut, c'est une catégorie socio-professionnelle et c'est aussi à nous d'interroger notre rapport à un certain nombre de métiers. En fait, c'est tout le débat qu'on avait sur les premiers de cordée au moment de la pandémie. On dit beaucoup. Quand j'entends plein de gens dire on leur disait quand ils étaient enfants, si tu travailles mal à l'école, tu finiras à l'usine. C'est quelque chose qui a irrigué certainement notre pensée. Et puis avec toutes les fermetures d'usines, le phénomène de relégation sociale lié à l'industrie. Mais je pense que si on interroge toutes les hôtesses de caisse de France, elles diront toutes qu'elles ont au moins eu une fois dans leur vie quelqu'un qui a dit à son enfant, si tu travailles mal à l'école, tu vas finir caissière. Ou tu vas finir femme de ménage. Ou donc c'est en fait la représentation qu'on se fait de certains métiers moins qualifiés, donc moins rémunérateurs, où on se dit c'est un échec de finir dans ces métiers-là parce qu'ils sont moins représentés dans la société, dans l'espace médiatique, ils sont pas considérés, ils sont moins rémunérés. Donc c'est ça la question qui se pose aussi derrière l'industrie. Après il y a des thématiques spécifiques à l'industrie.
on la connaît mal. On connaît très bien des grandes marques comme Michelin, Airbus, Thales ou Alstom, mais on connaît pas très peu leurs sous-traitants. Et souvent, quand on parle de l'industrie, c'est soit pour des entreprises qui vont mal et qui vont fermer, soit pour des problématiques environnementales assez lourdes. Alors qu'en fait, il y a une diversité de métiers dans l'industrie, de fonctions, et l'industrie est là. Une chose, peut-être pour pas être, parce que je veux vraiment une réponse trop longue, quand on va dans une usine, alors on peut se dire que les gens, qu'il y a des fonctionnements en silo, et donc on parle pas, la personne qui est en 5-8, elle parle en général peu à la personne qui travaille au service RH et qui, alors RH peut-être pas le bon exemple, mais le service paie, qui fonctionne à la journée. Néanmoins, on a une diversité des profils et des parcours, des origines sociales dans l'industrie qu'on ne va pas retrouver dans les métiers du conseil, dans des métiers de banque, d'avocat ou de service de manière générale. L'industrie, c'est une mini-représentation de la société et des gens qui finalement concourent à un but commun qui est de délivrer le bon produit au bon moment, au bon client et de préférence au bon prix. Le service, on peut se dire que c'est la même chose, qu'il faut donner le bon service au bon moment, au bon client, au bon prix, sauf que on a en général moins de diversité et donc moins de peut-être aussi de mobilité sociale dans les entreprises, moins de mélange avec des gens qui présentent des parcours différents, et donc peut-être que l'industrie, elle peut casser un peu ce phénomène de bulle dans la société, ce que peut moins faire une activité de service. Ouais. Et si finalement, on se dit que la question industrielle, c'est aussi un creuset, en fait, un collectif qui permet aussi de reforger du lien. Il y a du coup à l'intérieur de l'entreprise, mais il y a aussi à l'intérieur des territoires. Ça, je trouve que c'est une dimension qui est intéressante, finalement, de l'industrie aussi, qui a façonné des territoires dans la manière dont on les habite. Et du coup, je trouve que ça renvoie quand même à ce sujet-là, qui est, du coup, demain, l'industrie au service de quel projet de société et comment on amène cette question. Donc c'est vraiment, en fait, je vais pas dire ton obsession dans le livre, mais qui a été de dire comment est-ce qu'on le rattache à quelque chose qui est plus grand que la seule question industrielle, qui est sa finalité, en fait. Et comment toi tu vois les choses finalement sur ce... essayer de sortir en fait du triptyque, l'industrie c'est l'innovation, c'est le progrès technique, c'est l'énergie et les ressources. Comment on dépasse un peu ce truc-là qui est en fait aujourd'hui pas soutenable pour plein de raisons, parce que tu en as un peu parlé en tout début du podcast, mais comment on passe à la V2? Est-ce qu'on peut essayer de re-questionner tout ça? Et c'est vrai que la question des territoires, elle est importante dans cette approche de l'industrie, parce que l'industrie, elle a contribué à l'essor de certains territoires. On en a dans le nord et l'est de la France, on en trouve au Royaume-Uni, aux États-Unis, et cette industrie qui a permis l'essor et la prospérité de ces territoires, elle a aussi été la cause de leur malheur. Si on va dans une ville comme Revin, dans les Ardennes, après le départ d'Electrolux, on se rend compte de tout l'impact de la fermeture d'une usine majeure sur les sous-traitants, les commerces, mais même les services publics, puisqu'à partir du moment où l'industrie ferme, il y a des gens qui déménagent, et donc on a besoin de moins. Ça peut être une fermeture de classe, ça peut être des personnes en moins dans les différents services publics, et donc c'est tout un territoire qui rentre en crise. Et ce qui est intéressant, c'est que si on interroge cette question de projet de société, on va se dire, il y a certaines filières qui sont peut-être pas compatibles avec nos objectifs, et si on le sait dès maintenant, on doit appréhender les transitions. Et c'est pas uniquement un sujet mathématique, parce que parfois on se dit, on va supprimer tant d'emplois dans l'aéronautique, tant d'emplois dans l'automobile, mais on va en créer tant dans la rénovation énergétique. Sauf que l'automobile et l'aéronautique, ce sont des emplois concentrés avec un impact assez fort sur la chaîne de sous-traitance. Et demain, on va créer des emplois diffus sur le territoire, avec sûrement moins recours à la sous-traitance. Et en plus, il y a des gens qui ont pu aller s'implanter dans ces zones industrielles très dynamiques, donc qui ont acheté une maison à un prix qui, aussi bien avec la fermeture des usines, vont voir leur maison, le prix de leur maison dévaluer. Donc il y aura le sentiment d'appauvrissement qui n'encourage pas du tout à assurer la transition. Donc en fait, je pense qu'il faut raisonner avec 4 échelons. C'est déjà un échelon européen de coopération entre les États membres sur
les grandes politiques industrielles et finalement peut-être des phénomènes de spécialisation entre les États membres, mais ces phénomènes de spécialisation, on pourrait aussi les imaginer à l'échelle d'une filière comme la production de médicaments, se dire on produit de la pénicilline en France, en Allemagne on va produire un autre actif stratégique, en Italie un autre, et ça permet d'avoir des usines qui sont dimensionnés pour le territoire européen, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle et d'avoir des prix compétitifs, parce que c'est aussi un des enjeux dans la politique industrielle, d'avoir en tout cas les produits qui vont rester fabriqués en masse pour des raisons notamment de satisfaction des besoins fondamentaux. Je pense que le domaine du médicament en fait partie. On peut imaginer ces répartitions à l'échelle européenne. Donc c'est l'Europe. On a une première cartographie. Ensuite, on a une politique industrielle nationale qui va permettre de décliner ces objectifs-là. Et je pense que derrière, on a une politique régionale, voire infrarégionale, puisque les territoires sont différents. Ils ont des phénomènes de spécialisation différents. Et donc, on peut pas penser, par exemple, quand on dit on va sortir des énergies fossiles, le territoire qui a des raffineries, il va pas être exactement confronté au même plan de transition et de développement de nouvelles activités industrielles que le territoire où il y a pas de raffinerie, où il y a peut-être des activités qui, elles, vont connaître un essor. Et en fait, si on prend pas en compte ces phénomènes de spécialisation territoriale, la question de la mobilité des personnes, on va jamais produire une transition qui sera satisfaisante. Sur le plan, en fait, c'est peut-être la différence qu'on ressent quand on passe du côté chercheur au côté plus opérationnel, c'est que sur le papier, tout a l'air simple. Décarboner, ça a l'air simple. On a beaucoup de choses qui sont matures. Assurer la transition, ça a l'air simple. Mais derrière, c'est un engagement des parties prenantes. Et dans les parties prenantes, il y a aussi les citoyens. Et donc, c'est comment on arrive à aligner des gens qui ne vont pas être alignés, peut-être alignés sur les objectifs, mais pas sur la manière de faire, parce qu'elle aura des conséquences différentes sur leurs revenus quand on parle des entreprises, sur leur bien-être quand on parle des gens. Et donc, comment on arrive à construire quelque chose d'équilibré et qui soit un mouvement qui s'anticipe et qui ne se fasse pas à mesure que les chocs vont s'amplifier et où on n'aura plus le choix de faire la transition. Aujourd'hui, on a encore la possibilité de mettre des choses en place. Si on attend 25 ans, on prendra le choc frontalement et ça sera désastreux pour tout le monde. Et toi, de ton point de vue aujourd'hui, finalement, on sent qu'il y a un sujet, en fait, c'est que pour bouger, il faut bouger quand même collectivement, que ce soit d'un point de vue du cadrage collectif, donc les règles du jeu économique qui sont mises en place, du côté des acteurs économiques, comment ils se saisissent du sujet et ils engagent très concrètement la décarbonation, et enfin du côté des consommateurs, comment est-ce que finalement la demande évolue aussi pour conserver cette boucle qui fonctionne quand même assez bien, c'est-à-dire je produis des choses qui finissent par être vendues et donc qui doivent être achetées. Comment aujourd'hui, on sent que ça frictionne un peu, c'est qu'on finalement, c'est pas si fluide que ça, quoi. C'est que on accompagne des entreprises à se décarboner, on incite un peu les citoyens à le faire, il y a des débuts de réglementation, mais j'ai l'impression que tout ça, tous les engrenages tournent pas correctement les uns avec les autres. Comment, ton point de vue un peu là-dessus, c'est comment on fait pour mettre de l'huile dans les rouages, dans tout ça? C'est, à mon avis, pour mettre de l'huile, c'est une vaste question. Je sais pas si j'ai la réponse sur l'huile dans les rouages, mais il y a, premièrement, c'est arriver à aligner les politiques publiques entre elles, en se disant que parfois elles sont contradictoires. Il y a mettre des réglementations qui peuvent soit pousser à changer, soit protéger les industries qui se transforment pour se donner le temps de faire la transition face à des concurrents qui ne sont pas soumis aux mêmes choses. C'est-à-dire, en fait, il y a plein de blocages qui peuvent être d'origine technique, de capacité à faire avancer les choses. C'est-à-dire que si on se dit qu'on a pris les bonnes orientations, décarboner, il faut cette énergie bas carbone et pas chère. Aujourd'hui, là, le gouvernement a appréhendé ça à travers les 50 sites les plus émetteurs, et je pense que c'est une bonne manière d'apprendre les choses, parce que si tu prends les 50 sites les plus émetteurs, tu sais très bien que leur bilan carbone se retrouve dans le scope 3 d'autres industriels, donc c'est un bon levier de décarboner massivement la France. Par exemple, les 2 sites d'ArcelorMittal, c'est environ 10 millions de tonnes de CO2 par an à leur borne. Demain, on les décarbone, c'est moins de 10 millions de tonnes. Alors, je simplifie un peu mais admettons, c'est moins de 10 millions de tonnes dans le bilan des émissions de la France. Donc, ça a du sens. Mais pour que ça aille plus vite, il faut qu'il y ait une énergie à prix compétitif, parce que si le prix de l'acier augmente
parce que l'électricité devient plus importante dans le mix énergétique d'un Arcelor. Et quand en face il y a un acier chinois qui est pimpé avec des subventions d'État, la capacité à faire du dumping, un client qui se dit j'ai un acier bas carbone mais j'ai un différentiel à la tonne qui est assez important, et je vais prendre le ciment qui est l'acier qui est plus carboné. Alors on pourra dire il y a le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est censé rééquilibrer les choses. Ça le rééquilibre si je prends de l'acier pur, mais si je prends un véhicule, ça ne le rééquilibre pas puisque je taxe pas l'acier dans le véhicule. Donc il y a des choses qui sont à affiner pour aller plus vite et des barrières temporaires pour les sujets qu'on pense clés pour notre avenir. Mais c'est là que la question doit se poser, c'est qu'est-ce qui est clé, en fait, on soutient certaines filières. J'ai pas étudié le sujet, donc je vais donner un exemple qui va crisper potentiellement certaines personnes, mais admettons, je prends la filière du béton, qu'on va décarboner, avec du béton bas carbone, le développement de l'hydrogène, etc. Le béton, ça rentre dans la construction de bâtiments. Et d'autre côté, on pourrait se dire, mais pour atteindre nos objectifs bas carbone, peut-être qu'il faut faire des constructions à partir du bois. Et donc là, j'ai peut-être des objectifs qui se heurtent, parce que mon bois, il est transformé massivement en dehors de France. Je vais décarboner une activité, mais en me disant que finalement, peut-être que dans l'avenir, j'aurais besoin de moins de volume, ou je pourrais me dire, je mets pas de priorité sur cette activité-là parce que je veux faire émerger des alternatives. Alors là, forcément, quand je dis ça, moi, même de le dire, c'est un côté un peu crispant, parce que c'est comme si je disais, demain, il faut plus de béton, il faut faire que des constructions en bois et en chambre. Ce qui est pas mon message, mais qui, en fait, à mon avis, sont les questions qu'on devrait poser dans le cadre d'un échange sur le futur de l'industrie et ce qu'on veut construire collectivement. Et donc, forcément, il y aura des gens qui vont être insatisfaits parce que on va expliquer que ces secteurs-là ne sont peut-être plus compatibles avec nos objectifs. Et donc là, tout l'enjeu, c'est de mettre l'ingénierie pour accompagner les transitions, qu'il y ait le moins de casse sociale possible. On sait qu'on produit massivement à l'étranger, donc rapatrier des choses en France, ça va déjà permettre de rééquilibrer, mais on sait aussi qu'on doit consommer moins. Donc c'est mettre le débat au bon niveau et avec les bonnes questions et poser des questions qui fâchent et qui sont douloureuses. Parce que finalement, là, en fait, en t'écoutant, j'étais en train de me faire la réflexion suivante, c'est que dans un monde où on doit consommer moins, de manière générale, face au sujet de la réindustrialisation, il y a deux scénarios. C'est soit finalement, on va être un pays moins exposé que les autres à la désindustrialisation qui pourrait être liée finalement à la baisse de la consommation. Avec cette idée, on arrivera bien à récupérer quelques activités et du coup le choc va être moins d'ampleur qu'ailleurs sur ce sujet. Donc ça c'est pas complètement garanti. Ou il peut y avoir un phénomène de concentration aussi finalement des activités productives à l'échelle de la planète. Je voyais cette stat qui m'avait marqué 50% de l'appareil productif mondial est en Chine aujourd'hui. Et en fait, du coup, ce que je me dis en découvrant ça, c'est dans une compétition, ce type de situation n'est pas viable. S'il n'y a pas une régulation en fait un peu forte de l'État sur comment on organise l'économie. C'est-à-dire que je pense que laisser les industriels jouer le jeu de la concurrence avec ce niveau de disparité et des alignements autour des questions climatiques et environnementales aussi fortes, je me demande de toute façon si c'est pas un peu impossible, une branche qui est une marche trop dure à franchir. Et donc ça pose quand même la question finalement de la régulation de notre économie, c'est-à-dire la question finalement, tu as parlé des taxes en entrée, mais la question des quotas, la question de est-ce qu'il y a des activités réservées ou pas? Tu parlais de spécialisation pour des questions de résilience. Est-ce que finalement, moi je suis toujours choqué de savoir qu'en Chine tu ne peux pas détenir une société. T'es toujours minoritaire dans le capital. Et si on parle de réciprocité, en fait, ce que je trouve assez amusant, c'est le fait de se dire en Europe, nous ça nous choque pas en fait de dire qu'il n'y a pas de réciprocité de ce point de vue-là. Donc je me dis, toi de ton regard en fait un peu en disant. Quand on regarde l'industrie, la réindustrialisation, est-ce que c'est possible de réindustrialiser dans une économie de marché purement concurrentielle ?
Alors, c'est une très bonne question et je pense que c'est une question qu'il faut poser. C'est que la réindustrialisation de la France, on le pense dans le contexte européen, la situation de l'industrie européenne n'est pas la même que celle de l'industrie française. C'est-à-dire, on a une Allemagne l'industrie manufacturière, c'est 18 points de PIB, qui est largement excédentaire en termes de balance commerciale. L'Italie, c'est 15, qui est la moyenne de la zone euro. Donc, mécaniquement, quand on parle de réindustrialisation de la France, ça interroge ce qui se passe dans le cadre européen. Oui. Et ce qui se passe dans le cadre européen, ça interroge ce qui se passe dans le cadre mondial. La Chine a des surcapacités de production qui sont accentuées en plus en ce moment avec la croissance qui atone. Les consommateurs chinois se tournent plutôt vers l'épargne. Donc la Chine, elle voit le marché américain se fermer. Elle essaye de se rabattre et vers l'Europe et vers l'Asie. Mais il y a des acteurs non européens qui sont implantés en Asie qui du coup vont essayer de se rabattre vers l'Europe. Donc la question, c'est si on veut renforcer la base industrielle européenne, notamment dans les biens clés de la transition énergétique, donc les véhicules électriques, les panneaux solaires, etc., il y a un moment où on va se heurter à cette surcapacité de production. C'est ce qui s'est passé dans l'acier avec la capacité de la Chine de faire un dumping très fort. Donc, il faut forcément se dire qu'il y a des volumes qu'on veut impérativement produire en Europe et peut-être avoir un dialogue avec la Chine en disant, en fait, il y a 20% des panneaux solaires européens qui seront produits en Europe parce qu'on en a besoin pour des questions de résilience. Et pour la Chine, ça va être compliqué parce que la Chine, on dit qu'on est dépendant de la Chine, mais elle est aussi dépendante de nous. Si demain le marché européen se ferme, ça va avoir un impact économique sur la Chine qui va être majeur. Mais c'est de dire, peut-être on maîtrise pas cette technologie en Europe. Les panneaux solaires, on maîtrise à peu près tous les éléments de la chaîne de valeur, mais on pourrait se dire, en fait, maintenant, vous voulez vendre en Europe, il faut qu'il y ait X% de la production qui soit faite en Europe, donc vous vous implantez en Europe. Et en Europe, vous avez les clauses de transfert de technologie et les clauses de localisation. Et c'est ce qu'a fait la Chine. Et après, il y a aussi des marchés qui pourraient être fermés parce qu'on juge qu'ils sont stratégiques. Et il y a un débat qui était intéressant, c'est celui de la 5G. Alors moi, je rentre jamais dans le débat de est-ce que je suis pour ou contre la 5G parce que je n'ai pas assez creusé le sujet, je ne maîtrise pas, mais la 5G, les marchés des télécommunications en Chine, c'est fermé. C'est ce qui a permis à un acteur comme Huawei de se développer. La 5G, le débat arrive en Europe. On a eu plein de réponses différentes. On a eu la réponse de l'Allemagne qui a dit « Moi, j'ai besoin de la 5G pour développer mon programme Industrie 4.0 et la survie de mon industrie dépend de ça. Donc, venez en Allemagne. » On a les Suédois qui ont dit « Nous, on veut pas de Huawei parce qu'on a Ericsson. » Et la France, qui a une position un peu schizophrénique, qui est de dire d'un côté, on veut pas parler à Huawei, mais Huawei implante quand même une usine dans l'est de la France. Alors, je prends deux. Effectivement, une position tout à fait française, c'est de dire on ne choisit pas en fait dans cette affaire. On pourrait organiser en fait un cadre collectif qui permettrait finalement de permettre à des industriels de se développer en dehors de la concurrence internationale. Encore faut-il un choix de société sur qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire, sur quoi on veut être souverain, sur quoi on estime qu'on n'a pas besoin de l'être. J'ai lu ce matin qu'il y avait de la tension sur les aimants aujourd'hui. Donc on a des dépendances matières, on a des dépendances technologiques aujourd'hui. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, là, on arrive au choix où finalement, il va falloir changer quand même de position parce que c'est plus tenable. Enfin, on sent qu'on arrive un peu au bout de ce narratif qui est les industries vont s'adapter elles-mêmes, sans choix de société clair, sans cadre adapté. Enfin, on arrive un peu au bout de cette histoire-là. Et donc... finalement, qu'est-ce que Anaïs propose en termes de levier clé, finalement, les points sur lesquels il faut absolument avoir un regard fort, ou en tout cas investir du temps pour permettre, en fait, finalement, un renouveau industriel aligné avec les enjeux qui sont désormais les nôtres, qui sont peut-être plus ceux du 19e et du 20e, à savoir la question du progrès technique pour le progrès technique, puis de la consommation de masse pour la consommation de masse, mais qui est de se dire, comment est-ce qu'on construit finalement l'ossature industrielle d'un monde qui se transforme d'un point de vue écologique. Et donc comment on donne les armes en fait à nos industriels pour faire ça, de quoi on a besoin, sur quoi il faut appuyer là finalement dans les années qui viennent pour leur permettre de tirer leur épingle du jeu. Alors j'ai pas une réponse totalement figée et autre. Je pense déjà qu'il faut repartir des besoins fondamentaux de la société. Ouais. Nourrir, soigner, se déplacer, dans le contexte actuel, se défendre. Et après, regarder filière par filière, qu'est-ce qu'on veut maîtriser, qu'est-ce qu'on accepte de maîtriser
à l'échelon européen et qu'est-ce qu'on ne veut pas maîtriser. D'ailleurs, il y a des choses qu'on a commencé à faire à l'échelle nationale. Il y a beaucoup de listes sur les choses qui étaient critiques. Alors la criticité, elle s'évalue souvent au nombre de fournisseurs et la concentration géographique des fournisseurs. Mais au final, il y a des choses où on pourrait se dire, il y a 5 fournisseurs enfin, il y a 15 fournisseurs dans le monde, dans 15 pays différents, mais on veut quand même les maîtriser sur le territoire parce qu'on estime que c'est stratégique pour des questions de souveraineté alimentaire, de souveraineté dans le soin, de capacité à soigner nos populations en période de crise. Et je pense que on a vécu une pandémie avec la Covid-19, on a quand même eu la certitude d'être de plus en plus confronté à ce type d'événements parce que le réchauffement climatique nous réserve quelques surprises, quelques effets d'emballement et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura dépassé certains seuils, même s'il y a de la modélisation. En tout cas, il y a le fait de se soigner, d'être capable de se déplacer, de pas dépendre des autres pour avoir un accès à des batteries, à des aimants. Il y a la question donc du coup aussi de l'énergie derrière. Et donc ça, après collectivement, on doit faire le travail de se dire, bah ça on veut le maîtriser. Et puis peut-être se dire aussi, où est-ce qu'on met l'intensité technologique ? On va mettre l'intensité technologique, l'innovation dans la santé, la mobilité. Est-ce qu'on a besoin de le faire sur des biens de consommation du quotidien ? Je vais prendre un exemple cliché que j'ai tout le temps, le frigo connecté, par exemple. Alors, je suis sûre qu'il y a des gens qui diront c'est très utile le frigo connecté, mais tu consommes des matières premières critiques, moins que dans un Rafale, c'est certain. Mais est-ce que c'est le bon endroit où mettre de la consommation de matières premières ? Alors on me dira, bah c'est 3 fois rien par rapport à ce qu'on consomme par ailleurs. Mais en fait, ce 3 fois rien multiplié par plein de sujets, ça va finir par faire quelque chose de beaucoup et donc de concentrer ces ressources qui sont par nature finies sur des enjeux où on considère que c'est vraiment clé. Et cette question, elle va se poser aussi sur les boucles qu'on va faire autour du recyclage. Où est-ce que les matières critiques qu'on va recycler sur le territoire, où est-ce qu'on veut les mettre en priorité au regard des objectifs qu'on poursuit. Et la question, c'est comment on en débat. Alors, il y en a qui parlent de faire une convention citoyenne autour de l'industrie comme on l'a fait pour le climat. On pourrait se dire que peut-être que c'est le CSE la bonne chambre. Est-ce qu'il faut comme un haut commissariat au plan, mais qui soit le garant de nos objectifs de long terme, comme on en a sur la question climatique? Ça, j'ai pas forcément la réponse ou une réponse toute écrite, mais il faut fait la question, c'est des choix qu'on est capable de faire. Et choisir, c'est pas simple. Hein. Quand on regarde les choix de financement qu'on a pu faire, par exemple, dans France 2030, parfois on a soutenu plein de startups avec sur un même secteur des technologies ou des chimies différentes parce qu'on sait pas vraiment où on va atterrir, mais on doit faire des choix forts parce que c'est là aussi où on va pouvoir concentrer des moyens humains et financiers pour atteindre nos objectifs. Et puis toujours faire un pas de côté. La filière, c'est bien, mais en fait, la filière, c'est pas la vision systémique. La filière automobile, c'est intéressant, mais c'est pas la vision systémique de la mobilité. Usages, c'est plus suffisant pour installer un usage ou garantir que le choix technique correspond à l'usage le plus pertinent. Et à questionner nos habitudes, que ce soit nos habitudes de déplacement, de consommation ou autre. Et ça, du coup, je t'avoue, je pense pas avoir non plus le moindre début de réponse sur ce sujet-là, mais une seule personne avait la réponse, ça serait incroyable. Oui, après, je pense que les gens qui pensent avoir seule la réponse, il faut s'en méfier parce que c'est des défis tellement importants et on a des intérêts tellement divergents que même si on pense avoir la réponse, on est obligé de passer par une phase de débat et d'échange avec les autres pour valider la pertinence des solutions et leur acceptabilité. Ouais. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, t'as une couche en fait dans cette affaire-là qui est liée à la discussion, c'est-à-dire s'assurer finalement qu'il y a une communauté de vues entre l'usage et les choix techniques et technologiques qu'on va emprunter, en disant bah on valide le fait que le frigo connecté c'est peut-être pas un frigo c'est cool, connecté c'est pas forcément essentiel. À l'inverse, on aimerait bien un véhicule qui permette de faire plus de 300 km. Plein de raisons, parce qu'on considère que c'est un seuil de mobilité qui est intéressant à l'échelle du pays. Donc 300, encore une fois, c'est un chiffre tiré de mon chapeau magique, mais je trouve que ça, du coup, ça pose la question de l'usage, en fait, effectivement, choisir entre ce qui est essentiel et accessoire. Et par contre, ça met une contrainte dans le système, d'un point de vue industriel, qui est intéressant, c'est que tu as parlé finalement du rapport à la matière. C'est que par défaut, par contre, on sait que
dans une France où finalement on n'est pas autonome sur beaucoup de matières premières, hein, le moins de matières on consomme, le plus de liberté finalement on s'octroie, hein, parce qu'on a une dépendance qui est peut-être un peu plus faible à la fourniture de ces matières-là. Et il y a ensuite la question finalement de la réutilisation ou du réemploi. Et je trouve que ce sont deux finalement, en fait, la frugalité par design de base et le fait derrière évidemment d'avoir des produits qui sont dont le cycle de vie peut être réenclenché soit par circularité, soit par réparation. C'est un point qui est hyper intéressant, et derrière ça m'aide de se dire peut-être qu'en fait on peut aussi créer des stocks de matériaux qui existent déjà en fait finalement, qu'on va essayer de réinjecter dans le système, et plus rapidement on engage en fait finalement cette transformation, plus finalement on joue quand même à un jeu qui est intéressant d'un point de vue du carbone, d'un point de vue de l'environnement, et puis d'un point de vue de la souveraineté aussi, hein, puisque on va pas se mentir, les énergies fossiles aujourd'hui on les achète, on est complètement dépendant. Et en tout cas, je suis assez convaincue que l'économie circulaire, c'est le premier levier de souveraineté, de renforcement de la souveraineté. Et c'est en effet une question de gestion de stock. Et par exemple, alors, on pourrait se dire, est-ce qu'on n'a pas suffisamment de stock de certains biens aujourd'hui pour avoir encore besoin de les produire, ou en tout cas bien dimensionner le niveau de production. Je pense par exemple au vélo, peut-être qu'on a besoin de vélos haut de gamme ou moyen de gamme sur la mobilité électrique, etc. Après, le vélo bas de gamme, je pense qu'en fait, si on fait le tour des Emmaüs, recycleries et autres, on en trouve plein. Alors peut-être pas autant qu'on en a besoin, mais ça questionne le niveau de production en se disant est-ce qu'on peut pas plutôt réparer ces biens pour les réutiliser, les réinjecter, et donc moins consommer de ressources. Et donc c'est comment on gère nos stocks par rapport à nos besoins. Et c'est peut-être une manière aussi différente d'appréhender les choses qui commencent à émerger avec tous ceux qui parlent des limites physiques de notre monde et qui n'est pas forcément encore totalement intégré dans les politiques publiques, voire pas du tout. Non, parce que justement au début de l'histoire, et parce qu'ils tiennent pas forcément tous les bouts non plus de la discussion. Et tu parlais de convention citoyenne pour l'industrie, c'est un projet ? Alors non, moi j'ai pas forcément réfléchi au sujet parce que je connais assez mal la convention citoyenne pour le climat. Mais en tout cas, souvent, quand on discute avec les gens, c'est quelque chose qui revient comme un modèle qui pourrait inspirer pour l'industrie. La question, c'est comment on rend compte de la complexité de l'industrie, des flux et des structures de coûts, parce qu'il y a en fait il y a beaucoup d'enjeux économiques qui se posent. Non pas que les gens qui sont dans la convention citoyenne pour l'industrie, si elle existait, ne puissent pas se saisir de ces enjeux, mais c'est comment on fait un œuvre de pédagogie pour montrer toute cette complexité. Donc bon, ça peut être par des auditions, ça peut être par des notes, il y a plein de choses qu'on pourrait imaginer. Et ça, c'est une question piège, mais je sais pas si dans d'autres pays, toi, tu as une lecture un peu finalement de... Parce que j'imagine que, bon, la France, ça nous traverse parce qu'on s'est désindustrialisé, très concrètement. Il y a des pays qui conservent une culture industrielle qui est assez forte, mais j'ai cru comprendre qu'en Allemagne, c'était pas non plus complètement la joie en ce moment. Finalement, comment s'est organisée cette discussion sur à la fois la question climat, le rapport à l'industrie, la transformation de ce modèle-là, parce qu'on a tendance à être un peu auto-centré et beaucoup parler finalement de la France, et on parle de Zola, on parle d'imaginaires qui sont très français, mais ailleurs, ce sujet finalement de pivot un peu, comment il est... Je suis pas sûre qu'il soit mieux porté ailleurs, parce qu'en fait... on questionne quand même la manière dont sont développées les économies occidentales. C'est pour ça que je parlais des enfants de la révolution industrielle. C'est fondamentalement, c'est pas mieux porté aux États-Unis, puisqu'ils sont quand même là, on voit bien qu'il y a une sorte de réactivité sur les questions climatiques. L'Allemagne, il y a eu la sortie du nucléaire, mais finalement... qui s'est peut-être fait un peu au détriment des industriels et de leur capacité à se décarboner, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de production d'électricité en quantité suffisante pour assurer cette décarbonation. Je pense que à l'est de l'Europe, par exemple, la question environnementale, elle se pose peut-être de manière totalement différente, puisque le mix énergétique est très carboné, avec la production d'électricité qui se fait à partir de charbon. Donc, et puis naturellement une coupure en fait entre industrie et
et activiste du climat, enfin pas activiste du climat, c'est pas le bon mot, parce que entre les experts de l'industrie et les experts du climat, il n'y a pas forcément de dialogue qui s'instaure sur comment on construit des ponts, comment est-ce que on imagine la société ensemble, en prenant en compte les contraintes et comment on les lève et comment on fait des choix. Parce que je suis assez convaincue que quand on parle de réindustrialisation, ça aura un coût, un impact économique à court terme, une augmentation des prix des produits, mais sur le long terme, ça peut se traduire par de la création d'emplois, la création de fiscalité, donc on doit pouvoir rééquilibrer les choses. Mais ceux qui débattent de la fiscalité du travail ne sont pas ceux qui débattent de la fiscalité environnementale, alors que la question, elle se pose, c'est je dois financer la transition écologique dans un pays très endetté, je dois réindustrialiser, mais pour réindustrialiser, j'ai peut-être des questions de fiscalité, comment je repose tout ça à plat pour répondre à des objectifs qui peuvent peut-être être divergents et que je dois essayer de rendre convergents. Est-ce qu'on ne ferait pas une exposition universelle de l'industrie écologique sur comment est-ce que finalement l'industrie se saisit de la transformation écologique de notre monde, tu sais, avec un truc très orienté l'industrie au service de ce sujet-là? Oui, ce serait forcément, je pense en tout cas, montrer la réalité de la transformation de la matière qui est peut-être devenue très éloignée de nos habitudes, c'est-à-dire dire, en fait, aujourd'hui, vous achetez tel produit, voilà son bilan environnemental, et pour le rendre plus vertueux, voilà ce qu'il faut faire, voilà quels sont les impacts pour réduire les externalités négatives, et peut-être voilà aussi le prix à payer. Oui, parce que ça, c'est... Enfin, de toute façon, le numérique, par exemple, introduit beaucoup cette dimension-là. Finalement, tu sais, le côté un peu immatériel, éloigné finalement de la réalité physique, de toutes les infrastructures, les équipements, l'énergie, les matériaux, les matières qui sont utilisées en fait pour que à la fin on puisse envoyer un texto. Je pense que les gens ont du mal à comprendre à quel point on a finalement, équipé notre monde d'infrastructures, d'équipements pour que ce soit rendu possible. Il n'y a rien de plus industriel que le numérique, en fait. Tu utilises des supports physiques en permanence, que ce soit des infrastructures de production d'énergie, de stockage des données, les supports de communication, téléphone, ordinateur, les câbles pour communiquer, les satellites et autres. Et on le voit pas parce que quand on envoie le message, on sait pas forcément ce qui se passe derrière. Ouais. Et ça, tu vois, moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une dimension aussi de réappropriation. C'est-à-dire que autour finalement de l'acte de fabriquer, de produire, le lien entre l'utilisateur et le fait de conserver justement un accès à la machine, à l'intérieur de la machine, et de dire ça peut pas être seulement un produit fini dans lequel je peux pas avoir ma main. Et tu vois, je trouve que typiquement, en tout cas en termes de réflexion industrielle, je comprends pourquoi pour certains modèles économiques, des fois on n'a pas envie d'ouvrir trop le capot et de faire en sorte que les gens puissent même interagir à ça, mais pourtant je trouve que c'est un acte qui est important parce que en fait si l'industrie de toute façon contribue aussi à nos existences, et si on doit basculer dans un monde où probablement le citoyen va devoir se réapproprier un certain nombre de choses dans la réparation, dans l'utilisation, il faut qu'il retrouve un lien avec la technique en fait. Je trouve que c'est un sujet qui est intéressant, et pas par exemple des initiatives comme tout ce qu'il y a autour des Fab Labs, ça peut être aussi un moyen de pouvoir accéder à certaines machines, à certains équipements, mais c'est aussi lié à tout l'éloignement de la technique, en particulier je pense en France et aux États-Unis, c'est sûrement différent en Allemagne, mais la technique, elle s'est éloignée de nous, on a cherché à l'invisibiliser. Prends certains ordinateurs comme celui qui nous sert de support pour l'enregistrement, tu prenais le modèle que tu pouvais trouver dans les années 2007-2008. T'avais 4 vis que tu pouvais dévisser toi-même et tu pouvais changer presque toutes les pièces tout seul. Même si t'étais nul en informatique, tu trouvais un tuto sur YouTube et t'arrivais à le faire. Ce que j'ai clairement fait. Et qu'on a tous fait parce que c'était plus économique. Et d'ailleurs, c'est aussi l'enjeu d'en repenser des produits réparables parce que on va développer des centres de réparation et je pense qu'il y a plein de gens qui seront contents de pouvoir aussi comprendre comment réparer un appareil et allonger sa durée de vie, parce que je pense qu'on prend tous conscience quand même des impacts qu'on a à jeter très rapidement, des choses qui ne fonctionnent plus souvent pour une pièce. Maintenant, tout cet appareil, tout est soudé, tu peux difficilement changer une pièce par toi-même. Je sais même pas si on peut l'ouvrir. Alors on va pas faire la démo là tout de suite, mais en tout cas, c'est aussi, on peut se dire que c'est par simplicité, bon, c'était lié à l'obsolescence programmée, mais je pense aussi que on s'est tellement éloigné de la technique qu'on veut plus savoir ce qui se passe derrière
derrière l'objet, derrière finalement la magie du geste, pour revenir sur la magie dans l'industrie, qui est toujours qui est devenu un sujet mouvement ces dernières années. Mais il y a beaucoup de gens qui ne s'y intéressent plus. Donc c'est aussi renouer avec le fait de se saisir de sa main pour faire des choses. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, on pense les métiers col blanc, métiers intellectuels comme supérieurs. Mais si je caricature, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ses mains sans sa tête ? C'est pas possible. Alors que tu peux faire quelque chose avec ta tête sans tes mains. Donc les gens qui sont plus forts sont aussi les gens qui ont la compréhension et la maîtrise technique. Et ça, c'est aussi une inversion de nos représentations collectives sur les métiers manuels, qui ont évolué avec l'artisanat, mais qui sont des questions qui se posent dans l'industrie, dans la capacité à réparer des choses. T'es pas un plouc parce que t'arrives à réparer toi-même tes trucs, tu vois. C'est une caricature, en disant ça. C'est très amusant ce qui se passe avec l'IA aujourd'hui, un renversement complet de cette dimension. C'est que les gens qui sont en panique complet sont des gens en fait qui sont des cols blancs en fait aujourd'hui. C'est leurs tâches qui sont en train d'être automatisées. Et j'ai l'impression de vivre un espèce de retournement de l'histoire, autour du discours autour du progrès technique, la destruction créatrice et compagnie. Où finalement on a automatisé, on a remplacé des mains, des corps qui travaillaient en fait sur les objets. Et à l'époque, on a fait finalement ce sacrifice-là au nom du progrès technique. Et là, d'un coup, on voit quand ça touche en fait des fonctions dans le conseil, des fonctions de pouvoir en fait, finalement. D'un coup, le malaise apparaît quand même. C'est pas si agréable. Donc, je sais pas. Je trouve qu'il y a un petit retournement d'histoire que je trouve amusant, finalement. Oui, en tout cas, c'est se dire qu'aucune position n'est immuable. Qu'on soit une entreprise industrielle ou une personne qui travaille dans une activité, se dire que c'est pas parce qu'on pense qu'on est sur une situation inattaquable que ça sera toujours vrai demain, parce que progrès technique, évolution des habitudes, et donc ça oblige à un exercice d'humilité et peut-être en fait de beaucoup plus d'altruisme et d'altérité, en fait, de considérer l'autre en se disant les difficultés qu'il a aujourd'hui, je les aurai peut-être demain, et donc j'essaye de construire des solutions avec lui, pas en pensant que moi je serai jamais concerné par ça. Et ça casse presque, ça serait de nature à casser l'individualisme dans lequel nos sociétés nous poussent aujourd'hui. De repousser vraiment la question finalement de la finalité sociale et environnementale de l'activité, en disant quel que soit en fait finalement ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut sur beaucoup de sujets, de la conception à la fabrication, si on déplace le questionnement autour de la finalité, en fait, ça casse la frontière col blanc, col bleu, en fait, dans cette affaire. C'est que ça devient, est-ce que mon activité contribue à, je ne sais pas si on dirait un monde meilleur, mais quand même un peu, en disant, pas essayer d'aggraver la situation. Et je trouve que ça peut être une plateforme de discussion intéressante, parce que je suis pas sûr que la seule question financière permette de régler tout ça, en fait. C'est pas suffisant, en fait, pour gérer les attachements qu'on a à nos entreprises, à nos territoires, à notre histoire professionnelle. Écoute, je vois qu'il est déjà, on a pas mal avancé. J'aimerais juste poser 2-3 questions avant de conclure. C'est quoi ton rapport à l'écologie ? Vaste question, c'est presque une question piège. Comment toi tu le vis ? Je pense que moi je suis, comme tout le monde, je suis confrontée à des paradoxes, à l'envie de bien faire, et parfois à la simplicité de faire comme on a toujours fait. Je pense que j'ai une sensibilité sur certains sujets qui est peut-être plus forte que d'autres, notamment sur la question de la biodiversité, parce que j'ai grandi dans un environnement rural et j'habite quand même une majorité de partie de mon temps en pleine campagne. Donc l'évolution, en fait, l'impact de nos activités sur l'évolution de la faune et la flore, je la vois à toutes les saisons. Et c'est vrai que quand tu vis souvent en grand air, ton rapport aux saisons n'est pas exactement le même et au reste du vivant n'est pas exactement le même que quand tu vis dans un environnement très urbanisé. Et donc mon rapport, c'est un rapport d'humilité, c'est de se dire que en fait on pourrait se dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais quand tu es confronté, et en particulier dans peut-être mes activités plus dans l'industrie, tu vois qu'il faut aligner plein de gens, qu'il faut trouver des solutions, qu'il faut investir, etc. Et que la réponse, même sur le papier, elle est simple, elle est parfois difficile à engager. Donc ça oblige à une forme d'humilité, de se dire, on peut changer les choses, mais ça prend malheureusement trop de temps. Et c'est parfois se satisfaire d'avoir fait des petits pas. Et de se dire que le grand Big Bang, en fait, il va peut-être pas venir. En tout cas, pas
pas volontairement. Et donc se dire aujourd'hui on a avancé comme ça et c'est bien, c'est pas satisfaisant mais c'est déjà ça, et ça rend humble aussi par rapport au sentiment d'immobilisme des autres. En fait, je pense que beaucoup de gens essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, c'est pas satisfaisant, mais ça veut pas dire que les gens ont pas envie de changer les choses. C'est juste qu'on compose avec des environnements et des univers complexes. Surtout quand effectivement on est sur des sujets temps longs comme l'industrie, où on ne change pas une infrastructure de production du jour au lendemain. Peut-être des infrastructures que tu peux pas changer objectivement, sauf si tu as plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros à dépenser, mais qui sont peut-être pas suffisamment critiques pour que l'État balance 500, 600 millions d'euros pour les transformer. Et quand bien même on a les moyens de mettre 600 millions d'euros, parfois sur certains sujets de process, on n'a pas encore la réponse. La réponse technique, ouais. Ok. Quels sont les ouvrages, les ressources qui t'ont marqué, tu vois, qui t'ont structuré intellectuellement, professionnellement, des choses qui ont influencé l'analyse d'aujourd'hui dans la construction de ton parcours? Je pense qu'il y a 2 livres. Alors, il y en a un que je cite souvent, c'est L'éloge du carburateur de Matthew B. Crawford, mais qui est intéressant parce qu'il revient justement sur cette histoire des métiers techniques, comment aux États-Unis on s'est détourné des métiers techniques, et je trouve qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits avec la France et ça se lie assez facilement. Et l'autre, c'est un livre qui s'appelle Commun, qui a été écrit par Pierre Dardot et Christian Laval sur la notion de commun, et je l'avais lu, à sa sortie, donc je pense qu'il y a plus de 10 ans maintenant, et c'était sur l'économie des communs et comment est-ce que je trouve que c'est intéressant aussi de se dire comment certaines ressources, dans cette réflexion de projet de société, comment certaines ressources doivent sortir de possibilités de spéculer, presque du système propriétaire capitaliste, parce qu'on estime qu'elles répondent à des enjeux fondamentaux. Et on peut y mettre l'eau, on peut peut-être y mettre certaines ressources alimentaires, et aussi aller vers de nouveaux modes de gouvernance, de nouveaux modes de considération des biens et de la manière dont on les gère au quotidien, au nom de l'intérêt général. Donc, on peut retravailler l'objet économie, c'est une convention sociale en fait. Et donc effectivement, ce qui aujourd'hui est de l'ordre du marché peut être sorti demain. Voilà, la réflexion autour des communs, je trouve que c'est vraiment un sujet qui est passionnant, parce que ça montre à la fois par le passé qu'on a pu envisager les choses différemment, et donc du coup ça donne aussi des clés de lecture sur à quoi pourrait ressembler demain la gestion d'un environnement dans lequel il y a encore des activités industrielles, il y a des endroits où on vit, comment on articule, on construit un cadre de gouvernance effectivement sur les ressources. Une dernière question avant de terminer. Une dernière. Allez. Qu'est-ce qu'on doit aux générations qui viennent ? Ah, j'avais peur de pas avoir cette question, qui est quand même la meilleure de tout ce podcast, et qui n'est pas non plus la plus simple, mais s'il y avait des questions simples, ça serait facile, et on ne serait peut-être pas là. Je pense qu'on doit pour moi, on doit 3 choses. La première chose, c'est la préservation des conditions de vie. C'est-à-dire assurer que demain, on pourra encore vivre dans le monde dans lequel on est. Donc c'est la question d'un climat stable, d'avoir des ressources naturelles qu'on peut encore renouveler. C'est la question de la préservation de la biodiversité. En tout cas, c'est construire et co-construire peut-être avec les générations futures, en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de... On doit préserver ça, parce que en fait c'est ça qui est fondamental, quand on dit renoncer à des choses, c'est renoncer à des choses pour préserver ces conditions de vie qui sont essentielles. La deuxième chose qui fera peut-être plus débat, c'est à mon avis des institutions démocratiques dans lesquelles on a une capacité à agir, dans lesquelles on reste souverain. Alors la souveraineté, on l'entend à l'échelle d'un État, mais c'est aussi à l'échelle individuelle, sur la capacité à être libre, à te déplacer. Donc tu as beaucoup de gens qui ont écrit sur le sujet, et citer juste un ouvrage récent qui est de Timothy Snyder, qui est un historien américain qui a beaucoup écrit sur les totalitarismes, qui a écrit un essai qui s'appelle Liberté ou la liberté, j'ai un doute, qui s'appelle Freedom en anglais, et qui revient sur qu'est-ce que c'est la souveraineté en tant qu'individu, sur les corps, la manière dont on considère les corps, etc. Et la troisième chose, c'est d'offrir un monde qui reste désirable, et donc
pour être désirable, faut être vivable, parce que le monde désirable, c'est aussi la condition de l'espérance, et l'espérance, c'est ce qui nous donne encore envie d'agir pour construire un monde dans lequel chacun pourra s'épanouir. Donc on leur doit effectivement un monde vivable, une capacité de décision et donc préserver notre modèle démocratique et de l'espérance. Voilà. Je trouve que c'est une belle promesse. C'est une grosse promesse. Il faut la tenir maintenant. Ok, bah c'est parti. Merci beaucoup Anaïs. Merci à toi.